AI spell the end of social interaction? In fact, the question that we're going to ask today is what the future holds for us. What will the future of work bring, for example? Replacement is not the only option. AI can collaborate with people. So will this be the future of work? Or will this be the future of work? Likewise, for our schools and our children, will this be the future of education? A really terrible future, if you ask me. Or will this be the future? And this image, by the way, is from the work of Vanessa Evers, who you heard from this morning. We know that robotisation is on the rise in France. Almost 60% of jobs will be changed because of the advance of robots in our society here in France. Hang on one second. I'm just going to switch out some things because I have a lot of papers and a lot of technology. And I may invent the stuff, but that doesn't mean I'm any better than anyone else at using it. Okay. So, more than 50% of jobs in France are going to be changed in some radical way because of the advent of robots. On the other hand, what we're seeing increasingly is economists who talk to us not about the demise of jobs in general, but the demise of jobs that don't require social skills. And on the contrary, and perhaps unexpectedly, the rise in jobs that do require social skills. This is quite extraordinary. And it's accompanied by a similar rise in the acceptance of the fact that the 21st century job skills are going to require not only the skills of that particular job, but also some socio-emotional competencies and some important qualities of character. And so what I've shown you here is that there are fears, and of course the fears aren't going to go away. We know that because these fears have been in place forever, ever since the first technology, which was probably some kind of arrowhead, was invented. There have been fears about what it was going to do to our society, but equally, as a result of those fears, have been born the promise of new kinds of relationships with technology. So what we're first going to look at, you want me to look here, huh? There? Okay. So what we're first going to look at is what companies are doing in this space to take into account the fact that the social is on the rise. What are they doing? Well, one thing we read a lot about in the press is conversational commerce. And we're told, as in this advertisement for conversational commerce, that all selling and all buying is going to go by way of intimate conversations with agents, avatars, some kind of technology that will win our trust and convince us to buy. We also hear that tomorrow's agents are going to have empathy. And this is particularly interesting to me because I study empathy in real people. And I wonder whether you agree that what's listed here is actually empathy. So what you see here is an excerpt from an online post about some scheduling agents, some new scheduling agents. And it says, to make Amy and Andrew as human as possible, we also worked hard to identify places in their dialogue where we might need to apply empathy. When Andrew is delivering bad news, for example, such as declining a time or having to cancel a meeting, he needs to soften his tone. If Andrew has to deliver that same bad news more than once, I'm sorry, unfortunately, Dennis is not available at that time. He needs to inject even more empathy. I don't know about you, but that's not how I'm empathetic. And it's not how I want my assistant to be empathetic. I'd rather hear something like, je suis nulle, 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 je suis désolée, je le ferai plus jamais.
For me, that's much more empathetic than I'm so sorry that Dennis has to cancel this time. So if what companies are doing isn't actually how rapport or trust or empathy are built, then how is it built? And here, I'm going to tell you about work that I've been doing for many years. In fact, I built the I led the team, an extraordinary team, that built the very first conversational agent in 1993. I hate counting that because it makes me sound very old. But one thing that we discovered in looking at human behavior was that people are constantly carrying out work that aims towards achieving 3 goals simultaneously. One goal is an informational or propositional goal. That is to convey something. For example, you might want to talk faster, Justine, you're almost out of time. And the second is a conversational goal that you're going to see when I'm accompanied on the platform. For example, right, cool, great point. And that manages the interaction. And then the third is an interpersonal goal, building trust or empathy or rapport. Now, what studies by my group and many other groups have shown is that we are constantly working towards achieving all 3 goals simultaneously. It's not the case in any interaction, at work or even at a bus stop, that we're only trying to achieve one. And this is why I've developed a unique methodology to study these behaviors, to use AI tools to better understand these behaviors, and to use these behaviors to build better AI. What you see here is that methodology, and maybe this is because I have a licence de lettres modernes, a PhD in psychology, and a PhD in linguistics, and I worked in those fields for almost 10 years before turning to computer science. And so I start by looking at human behavior. What can we learn that no one has discovered before? And when we find insights into human behavior, we don't go straight to technology, as some computer scientists do. We go from those insights to building a model. And the model generalizes what we've found and makes it more robust in some way. And it's that model that allows us to build innovative, what I call socially aware, conversational agents. Those conversational agents probably work okay, but we won't know until we test them for real. And so we put them in real life situations. And you're going to see some examples of that later in this talk. We test them with people, and we usually find out that we didn't understand what we were doing, that we missed some important insights, and so we go back to the data. The point here is that in all of my work, I'm trying to deeply understand human behavior in a way that has never been done before, and deeply understand how to build technologies that know how to work with that human behavior. For example, we have many muscles in our face, and those muscles play an essential role. Looks like we may have skipped a slide, but that's okay. Let's see if we can go back. Think we can go back or no back? Let's see. There we go. Okay. So I wanted to tell you about language before we go to the face. In our use of language, as I said, we're trying to achieve 3 goals: to convey information, but also to build a relationship. So we might say something like, you might perhaps think about moving to another position in the company. Justine, you might perhaps think about moving to another field. That's called hedging or indirectness, and it's a way of delivering bad news in a polite way. And it builds a bond with the other person because we're not threatening them. We're not saying, you really suck at this job, you might want to move. We might say something about ourselves. For example, I'm not sure I like this speaker, but I think I'll probably like the next speaker. We might want to refer to shared experience. I remember meeting you at a prior USI, for example. And what's interesting here is that these behaviors go from the surface level polite to the really impolite. And if you think about yourself,
you'll see that, in fact, social norms are more often broken than followed. As we become closer to someone else, we're more likely to tease and insult in American culture and also in French culture. And we can talk about other cultures during the question period. I've looked at a number of different cultures in this respect, and it's important to take culture into account. But for everything we say, we have strategies that we quite naturally and unintentionally use to build bonds with other people. And then back to the face. We also use the body. So we have lots of muscles in the face, and we use those muscles to indicate that we are close to someone else or not. We look away when we don't want someone to take the conversational turn. So if my partner here on the platform shows up and I don't want to stop talking, I simply won't look at him. Try this next time you're at a party, and you'll see it's impossible for your conversational partner to take the turn. So our eyes play a role, even our eyebrows play a role. Our bodies also come to move in synchrony with other people, and that synchrony is known as entrainment. And entrainment is an output of a bond between two people. So as I spend time with somebody else, my body will move more in synchrony with that other person. And when it moves in synchrony, it turns out that I will be better able to work with that person and better able to learn from that person. So these embodied behaviors are really very important. We use, as I said, every part of our body, and all of those parts play an important role. There's even a little muscle. Can you see it next to her nose? That muscle, when it's contracted, is correlated with the breakup of a marriage. Yes, you heard me right. In a therapist's office, when a couple is speaking, if one member of the couple has that muscle contracted, the marriage is more likely to break up. And if you ask me nicely during the question period, I'll tell you what that looks like so that you can be careful in your own marriage. We don't only find things out about the body and about the voice, we also find things out about the way we relate to other people. And I'm telling you these things, first of all, because they're kind of cool, but also because these are the things you need to know to build a bond with the other people you work with, and also build a bond with those you lead. And as you'll see in a moment, they can be built into socially aware technologies that allow us to build bonds with the technological world and for it to build bonds with us. So here what you see is a group of kids. We've asked them to build what's called a Rube Goldberg machine. A Rube Goldberg machine is a way of making a marble take as long as possible to come down a ramp using all kinds of random materials. And when the kids work on it, we find that they disagree, quite naturally. What's interesting, though, is that we've discovered that disagreement leads to a rise in curiosity in the group of kids, and curiosity is the child that leads to innovation in the adult. That is, curiosity is the birth of innovation. And so debate and disagreement, counterintuitively perhaps, are the places where innovation flourishes. Now, these are complicated processes. Can we really build them into machines? Well, I'm going to show you an agent named Sarah and an agent named Alex that are built on exactly these kinds of insights that I've derived from the last 30 years of study into human interaction and building that interaction into agents. Let's look at this video of an agent that we were asked to build for the World Economic Forum, the very first time a technology was shown inside Davos. Hi, I'm Sarah. It's such a pleasure to meet you. Might I ask your name? Hey Sarah, my name is Fedi. Nice of you to take the time to stop by. So how are things? It's going pretty good.
Great. Well, let me introduce myself. I've been asked to play matchmaker by helping attendees find sessions to attend and people to meet, based on their interests. All you need to do is tell me a little bit about yourself and what you want to do while you're here. So I'm a master's student at Carnegie Mellon University in the computer science department, and my research focuses on artificial intelligence and natural language processing. I've never met someone like you before. It's refreshing. This is my favorite part. Let's see if we can find some interesting people to meet. Just 1 minute while I look this up. There are details on the screen about Justine Cassel. I feel you share some interests. Yeah, Justine Cassel. I've heard of her. It would be nice to meet her though. I can either send a message on your behalf suggesting a meeting, or I can give you the information and you can set up the meeting yourself. Would you like me to send the message? Yeah, please do. Oh, good. You'll see a message from me in your top link private message inbox introducing you to. Awesome. I understand you are busy, so I can let you go if you want, but before you do, want me to take a quick selfie of us? Yeah, sure, let's do that. Okay. 1, 2, 3, smile. So as I say, the World Economic Forum asked us to build this system as a way of giving world leaders insight to who else might be at Davos, who would be interesting for them to meet, and what sessions were going on that might be interesting for them to attend. One of my best memories of this event in 2017 is the fact that we had more than 300 world leaders use Sarah over the 5 days, and they kept coming back for more selfies. Everyone wanted a selfie with Sarah. So let's look at what Sarah did. Sarah captured all those muscles on the face and interpreted them to know whether the person making those movements of the face and the body was self-disclosing, insulting, teasing, sharing information, referring to shared experience. That information was input into a conversational classifier, conversational strategy classifier, that was able to tell Sarah what kinds of rapport building strategies each attendee was using. And those conversational strategy classifiers were input into what we called, and this was the first time this had ever been built, a social reasoner that reasoned what the appropriate response would be for Sarah at that point in the conversation to increase rapport and build trust in Sarah's recommendations. And then Sarah decided what to say on the basis of that input. Now, it's cool, but did it do anything? In fact, yeah. Hang on, Alex. I'll show you in a minute that it did. And it was quite extraordinary to see the way in which people tried to build a bond with Sarah. Now let me show you another example of a child interacting with an agent. Oops. Alex. Alex. You be the teacher and I answer questions. Okay. First question. Do you think it needs to be high up or low? I think it should be a little low, but a teensy little bit high. Why? Because if it is really, really low, you're not going to be able to see it. But if it's really, really high, you're not going to be. It's going to touch the clouds. And it's going to touch the moon. I think the bridge is going to fall over if it's too high up. Okay, I think you get the idea. Now, these kids used this system over a period of 6 weeks to work on science assignments together.
And the great thing about working with kids is you don't have to explain what a virtual child is. You simply say, today you're going to be working with the virtual child. And the kid's like, oh, okay, yesterday you told me that there was a government in my country, and today you tell me there's a virtual child. Those seem equally unlikely, and the kid starts working with the virtual child. What we discovered was that kids learned science as a function of how close a relationship they felt with the agent. And what I haven't shown you here is that some of those virtual children spoke like the child, and some spoke like the teacher. That is, some used slang and dialect like the child, and kids felt a closer bond with that agent, speaking the kind of language that most teachers forbid in the classroom. But that forbidden language led the child to learn more. And returning to Sarah, we found likewise that when the world leaders felt a bond with Sarah. Now, how did we know that they felt a bond? Because they started asking Sarah questions, or they started using the same kinds of conversational strategies and nonverbal behaviors that I showed you. The more tight a bond they felt with her, the more likely they were to take her recommendations. Now, what does the future hold with socially aware technologies of this sort? I'm excited about this, and this is my research program, because we can't stop the technologies that are around us. But what we can do is control the impact that they have on who we are as people. And to me, this is very important. It is too easy to build technologies that force us to adapt to their way of being in the world. A cold way, an emotionless and relationshipless way. But I believe the heart is like a muscle. And even when we use that heart to build relationships with technology, we are increasing the size of our heart and protecting what it means to be human. In that socially aware future, if we continue to work on technology like this, I think we can have distributed teams that work better than they work today. Any of you who lead multinational companies or who are part of multinational companies know the difficulties that you face and your employees face when they try and work with people from around the world. But bots have been shown to be able to ease that tradition in intercultural interaction. And we can have teams of humans and robots where the robots do what they do best, for example, lifting heavy objects, and the people do what they do best, which is coordinating and collaborating. But they can only do that if the agents and the robots know what that means, if they have the intimate knowledge of human behavior that I shared with you today. That kind of system can be in our watches, in our homes, in our schools, in our hospitals. It can help children learn, and it can continue to keep a world safe where we are in interdependence with those around us. I think we made a big mistake in 1956 when we claimed that the goal of AI was autonomy, because we are not autonomous, we're interdependent. And the systems around us need to understand that as well. Thank you. No problem. Merci beaucoup, Justine. Alors, comme on va découvrir bientôt que votre français est bien meilleur que mon anglais, je vais vous poser des questions en français et je vous laisse répondre dans la langue que vous souhaitez. Merci beaucoup pour ce talk très inspirant. Ça, c'est à moi. Ah, ça, c'est à vous. Je vais en avoir besoin. Pas de problème. Alors, une première question, est-ce que ce que vous présentez s'applique dans d'autres contextes culturels et à d'autres éléments du corps que le visage? Tout à fait. En fait, on a démontré dans une étude d'il y a à peu près 15 ans qu'on utilise le corps. Oui, ah oui, merci. Voilà.
On a démontré dans une étude d'il y a à peu près 15 ans qu'on utilise le corps pour signaler un changement de sujet, par exemple, et qu'on utilise les gestes pour indiquer où dans une scène on se projette. Par exemple, un truc formidable, les petits enfants font des gestes au-dessus de leur tête, exactement comme le monde qui est au-dessus de leur tête. Donc, toutes les parties du corps participent. Et pour la culture, est-ce que si on va en Asie ou aux États-Unis, ça va être la même chose? Super bonne question. Alors, ce qui est formidable, c'est que toutes les cultures utilisent leur corps pour communiquer. Et toutes les cultures utilisent les mêmes parties du corps, les yeux, les hochements de tête, les déplacements de la torse, les gestes. Et toutes les cultures du monde les utilisent pour indiquer le même genre de choses, la confiance, la connivence, etc. Mais c'est le lien entre ces comportements qu'on voit et ces états psychologiques qui est différent de culture en culture. Par exemple, alors, c'est un exemple que j'adore qui date d'il y a un an, à peu 1 an et demi, juste avant la pandémie. Je suis allée au Japon faire une présentation et il y avait un moment où j'ai passé 2 vidéos et j'ai demandé aux spectateurs dans quelle vidéo il y avait un sentiment de connivence entre les 2 personnes, entre les interlocuteurs. Et les jeunes dans la salle ont dit exactement ce que disent les Français lorsqu'ils voient ces 2 vidéos et ce que disent les Américains. C'est-à-dire que les interlocuteurs, où ils bougeaient leur corps, où ils se regardaient et où ils entreparlaient. Ils parlaient à toute vitesse, ils s'entrecoupaient, etc. Mais les personnes d'un certain âge, surtout une dame, a levé la main, elle a dit non, 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 c'est la première vidéo, la vidéo pendant laquelle les 2 personnes ne se sont pas regardées et où il y a eu 2 secondes de silence entre chaque tour de parole, où il y a un respect qui démontre la connivence. D'accord. C'est intéressant, non? Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut en déduire, par exemple, qu'il y a une forme d'homogénéisation des expressions dans le monde ou... Je ne sais pas. C'est pas ma discipline, mais je sais que dans cette présentation-là, du moins, les jeunes avaient les mêmes réponses que les Français et les Américains. D'accord. Est-ce que ce type de technologie peut être utilisé à des fins de manipulation et comment on peut s'en prémunir si c'est le cas? Tout à fait. La persuasion. Oui. Mais donc on peut utiliser ces technologies pour vous convaincre d'acheter quelque chose, pour essayer de vous convaincre à acheter quelque chose. Ça ne m'inquiète pas plus que m'inquiètent les vendeurs dans les magasins. Sauf que ça peut se faire de façon peut-être plus scientifique, donc... Les vendeurs le savent aussi. Ah, ils sont déjà très scientifiques aussi. Je peux vous donner un exemple, pas seulement les vendeurs, mais les personnes qui nous servent dans des restaurants. Une fois, je mangeais dans un restaurant et la fille qui nous servait n'arrêtait pas de dire « Est-ce que nous avons fini ? Est-ce que nous avons encore faim ?» Moi, je déteste ça. Donc, je lui ai dit oui, nous avons fini. Et nous, est-ce que nous avons fini? Bon, je l'ai poussé un petit peu. Et j'ai demandé par la suite, mais pourquoi vous parlez comme ça? On n'est pas un nous, on ne se connaît pas. Et elle a dit, mon patron m'a dit que si je parle comme ça, si je fais comme si on est un seul groupe, j'aurai plus de pourboire. D'accord. Et vous pensez que c'était le cas? Ah pas pour moi. Dans tous les cas, non, pas pour moi. Est-ce que l'apparence de la technologie a une influence sur la façon dont on y répond? Est-ce qu'il faut avoir des formes humaines, des formes animales, des choses ludiques, des choses sérieuses? Alors, c'est une super bonne question. En fait, moi, j'essaie de suivre une route entre le vraisemblabilisation et la fiction. C'est-à-dire, vous aurez remarqué qu'aucun de mes agents est très réaliste. Et c'est exprès. Je ne veux pas faire croire aux utilisateurs que c'est une vraie personne. Pas aux enfants, pas aux adultes. Et puis quand je pose la question aux adultes, ils roulent les yeux et ils disent « Non, oh là là, vous les adultes, vous êtes vraiment très bêtes, c'est pas une personne. »
Donc, je ne veux pas qu'on essaie de tromper, je ne veux pas qu'on trompe les gens sur la nature de cet objet, de cette technologie. Au même temps, mes expériences ont démontré que si on arrive à mettre un certain niveau de réalisme dans les comportements, les personnes répondent comme ils répondent à une autre personne et ça facilite l'interaction. D'accord. Ok. Est-ce que les humains certains humains, peut-être pas tous, sont encore meilleurs que les machines pour détecter les émotions Tout à fait. Il est très important de se rappeler que toute liaison entre un comportement visible et un état psychologique n'est que théorie, hypothèse. C'est-à-dire, quand je vous vois, je suis désolée, je vous utilise comme exemple. Allez-y. Je suis en train de regarder pour voir si vous êtes ennuyé, si vous avez aimé mon talk, qu'est-ce que vous allez me poser par la suite. Mais j'ai souvent tort. On a tous souvent tort. Et les machines aussi, parce que ces machines sont basées sur les mêmes prédictions entre le comportement et l'état psychologique, car nos états psychologiques ne sont pas visibles. Donc, et humains et machines ont fait des erreurs. Ce qui est important, et j'ai un étudiant qui travaille dessus en ce moment, c'est de pouvoir réparer les erreurs qu'on fait en prédiction. Mais par exemple, une machine pourrait être peut-être plus sensible au fait que j'ai déplacé mon cil que d'1 millimètre et quelque chose qui serait subliminal pour un être humain. C'est subliminal pour nous, mais on est hyper fort pour l'utiliser. Ah oui. Si je vous demande ce que j'ai fait il y a 5 secondes, vous n'allez pas pouvoir... Qu'est-ce que j'ai fait avec mes sourcils il y a 5 secondes? Vous n'allez pas pouvoir me dire... Je vous confirme. Merci. Mais vous l'avez utilisé dans ce que vous avez dit. D'accord. Moi, je le sais parce que ça fait très longtemps, 35 ans, que j'étudie le comportement humain et je sais malheureusement des choses que j'aimerais ne pas savoir sur les gens parce que je suis très sensible. Mais tout le monde est sensible à un point qu'on ne reconnaît pas. D'accord, mais vous avez internalisé des choses qui sortent des recherches et vous savez lire, interpréter des choses que le commun des mortels ne sait pas interpréter, c'est ça? Peut-être, ou simplement j'ai un niveau de conscience sur ce que je vois que tout le monde n'a pas. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que le type de sujet sur lesquels vous travaillez est reçu différemment en fonction des pays dans lesquels... j'ai l'impression qu'en France, par exemple, on est plus défiant par rapport à ce type de sujet qu'aux États-Unis. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est le cas? Il est vrai que en France, on est défiant à tout. C'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. Si je dis A, vous allez dire pas A. Donc, ça ne m'étonne pas. Il est vrai que le respect de la vie privée est prééminent en France et ça joue un rôle, je pense, dans nos façons de parler des technologies. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand je parle avec des gens qui ne sont pas technologues, ils disent avoir peur de ces technologies, mais ils les utilisent sans le savoir. Et donc, je pense qu'il y a un décalage entre la défiance consciente et l'utilisation inconsciente. Donc, une sorte de dissonance, en fait. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que dans mon travail, quand je travaille avec les enfants, je leur montre comment fonctionnent ces machines pour qu'eux, ils puissent les démonter, savoir comment ça fonctionne et comprendre mieux le déroulement. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que ce type de technologie, ce type de machine remplisse l'essentiel de nos besoins d'interaction sociale? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je dis que, pour moi, le cœur est un muscle qui agrandit avec les répétitions. Parce que je pense que, malgré le fait que les films comme Her et d'autres films nous inspirent la peur, qu'on va choisir des êtres virtuels par-dessus les êtres réels, je ne vois aucun danger dans ce genre de choses. La chaleur humaine n'est pas remplaçable. Mais
de la même façon qu'une peluche peut nous réconforter, un être virtuel peut nous réconforter et peut même être une étape entre... Donc j'ai fait des recherches avec des ados autistes et on a pu démontrer, ce qui est très rare dans ce genre d'études, que non seulement ces enfants aiment interagir avec ces êtres virtuels, mais que nos expériences leur permettent de mieux interagir avec leur vrai père par la suite. Donc, j'ai pas peur, mais je suis optimiste en général. Et du coup, si on interagit par l'intermédiaire d'un écran, d'un système de chat, est-ce qu'on peut se faire leurrer quelque part par le fait que de l'autre côté, on est une machine Enfin, c'est un peu le test de Turing, mais pour les émotions, on va dire. Alors, c'est une question compliquée. Des études ont été faites qui démontrent que les personnes agissent différemment vis-à-vis d'une machine quand ils pensent que c'est une personne, malgré le fait que c'est une machine. Donc, on s'attend à autre chose lorsqu'on sait qu'une machine, et comme j'ai dit il y a 2 minutes, je ne pense pas qu'on est au niveau, ni qu'on sera au niveau de leurrer les gens sur l'état réel de ces machines. D'accord. Alors, question assez abyssale. Le processus d'apprentissage chez les robots n'aura-t-il pas comme conséquence la constitution de la personnalité d'un robot ? Oui. Alors, il faut partir d'un fait qui est que nous attribuons une personnalité à tout ce qui nous entoure. À nos ordis. Oh là là, tu me fais toujours ça juste avant une présentation. Non, mais franchement, j'en peux plus. À nos réfrigérateurs. Mais si j'ai envie de manger 500 grammes de chocolat, je peux, non ? Pourquoi tu me le caches ? Donc, le fait qu'on attribue une personnalité à tous les objets qui nous entourent ne vient pas du fait que ces objets ont une personnalité, mais au fait que les personnes sont constituées de telle sorte que nous attribuons l'agentivité à tout ce qui nous entoure. Oui, d'accord. Donc on ne le saura jamais, mais nous, on leur accordera une personnalité, c'est ça ? D'accord. Et il y a des expériences formidables. Cliff Nass, par exemple, a démontré que, et c'est il y a 20 ans, donc il y avait 2 ordis, on faisait une collaboration avec un logiciel sur un ordi, et puis on évaluait la performance de l'ordi. Alors la moitié des gens ont fait le test, ont fait la collaboration avec l'ordi, et puis ils ont rempli l'évaluation sur le même ordi, et l'autre moitié a fait la collaboration avec l'ordi sur le ordi numéro 1, et puis ils ont évalué la performance de l'ordi numéro 1 sur un ordi numéro 2. Et bien les gens étaient plus gentils avec l'ordi lorsqu'ils l'évaluaient sur le même ordi. C'est dingue, non ? Ouais, ils commençaient à être copains, en fait. C'est ça, ils ne voulaient pas lui faire de la peine. Alors, on a reçu Vanessa Evers à distance ce matin, et donc il y a des questions sur le fait que vos travaux ont des résonances avec ce qu'elle fait. Est-ce que vous connaissez ? Comment vous positionneriez vos travaux par rapport aux siens ? Oui, alors je l'ai rencontrée quand j'étais prof au MIT. Elle était encore étudiante en doctorat. Je la connais donc depuis très longtemps. Ah oui. J'aime beaucoup ses recherches. Il y a des différences entre les robots et les agents et des avantages de chacun. Les robots ont une présence, mais c'est une présence en métal. Et donc, les comportements que je vous ai montrés, ces petits comportements du corps, sont impossibles sur un robot et possibles sur un agent. Et donc, par contre, le robot peut exister dans un lieu. J'ai montré une de ces images d'un robot parmi un groupe d'enfants sur un banc. On a toutes deux, je pense, la même croyance dans l'importance du social dans notre vie.
et l'importance d'une relation avec les objets avec lesquels on collabore, mais la forme de ces objets diffère. Et puis, moi, je suis peut-être un petit peu plus transgressive. Dans quel sens? Dans tout ça. Passant. Par exemple, je regarde de tellement près, je fais beaucoup plus d'études sur le comportement humain qu'elle. Et je vois ça dans des détails vraiment très, très précis. C'est-à-dire que mes étudiants et moi, on regarde une vidéo par 30e de seconde. Ah oui. Oui, donc vraiment des toutes petites tranches et on regarde chaque mouvement du corps, chaque onde acoustique, chaque contenu de la parole. Et de ce fait, on se distancie pas, on accepte que les gens font des choses qui ne sont pas dans les normes. Par exemple, les enfants qui s'insultent. Et on a démontré que les amis qui s'insultent apprennent mieux ensemble que les amis qui ne s'insultent pas. Ah oui. Oui, c'est beau, non? Mais c'est troublant. Si vous réfléchissez à votre enfance, avérez-moi que vous avez quand même insulté vos amis. Oui, ça a dû m'arriver, je pense. Voilà, exactement. Et c'est signe que nous formons une dyade spéciale qui est en dehors des normes sociales. Donc, de ce point de vue, moi, je suis peut-être plus apte à découvrir ce genre de fait chez les êtres humains et à l'intégrer dans mes agents. Alors, il y a une question qui portait sur l'énigme que vous avez posée pendant votre session. Donc, c'était ce slide où vous disiez oui. Quelle est la micro-expression. Donc, je suis désolé, mais le public a envie de savoir. Bon. Alors, c'est un muscle qui descend du nez jusqu'au-dessus de la bouche. Et en général, on l'interprète comme du mépris. Et lorsque son conjoint démontre ce minuscule petit geste du mépris, le couple va avoir des problèmes. Ah oui. Ouais. Donc c'était ça. Donc c'est le muscle qui reflète le break-up d'une relation, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors du coup, est-ce que c'est des technologies qui pourraient nous permettre de découvrir quand et qui ment et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on a essayé d'utiliser ces technologies pour exactement ces fins. D'ailleurs, aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait en France, mais aux États-Unis, les agents de contrôle dans les aéroports utilisent le genre de leçon, c'est-à-dire les liens entre ce qu'ils appellent les micro-expressions et des états psychologiques. Mais on a démontré récemment que, comme je vous l'ai dit, c'est simplement une prédiction et c'est souvent faux. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser cette techno pour aider des gens à mieux s'exprimer et communiquer dans un contexte culturel qui ne serait pas le leur ? Tout à fait. Et il y a des personnes qui ont créé des systèmes qui, tout simplement, enseignent comment parler devant des spectateurs. Pour des gens qui ont très peur de ça, ça marche bien. Ou comment appréhender les gestes d'une culture différente. Et ça marche très bien pour ça, parce qu'on peut former, on peut programmer un être virtuel pour avoir ces comportements de l'autre culture et puis avoir, par exemple, un sous-texte. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit passage par notre ami Arnaud, que vous voyez dans la cage en verre là-bas au fond, qui en fait est notre dessinateur, donc qui a quelques dessins à nous partager sur votre intervention. Alors oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une petite question sur, justement, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer, au contraire, de limiter l'interaction entre les enfants et les écrans? Chérie, on n'avait pas dit mollo sur les écrans? C'est-à-dire, est-ce que la question c'est est-ce qu'il faut empêcher aux enfants de jouer avec un écran? Il y a ce débat, alors en France il y a un peu ce débat là, est-ce qu'effectivement il n'y a pas des âges en dessous duquel il faut limiter l'utilisation d'écran? Alors d'abord, l'interaction humaine joue un rôle fondamental dans le développement de l'enfant. C'est primordial. Et en fait, c'est faute de nos téléphones
que nous passons moins de temps en vis-à-vis. Donc, le regard des yeux joue un rôle hyper important pour le bébé. Et donc, si on passe notre temps, et ça me désole dans la rue, quand je vois quelqu'un qui pousse une poussette, et il regarde son téléphone. Ou il y a un enfant qui dit « Papa, regarde, regarde, regarde ». Et au lieu de regarder, le père est en train de regarder son téléphone. Donc, c'est surtout ça à laquelle il faut faire attention. Et puis, tout interlocuteur pour un bébé ne suffit pas. Il ne faut pas que l'enfant regarde que l'écran. Pour le reste, je sais qu'il y a des médecins qui regardent ça, mais je ne connais pas l'état de l'art. Enfin, ça change de semaine en semaine. Donc. Sur le développement, l'impact des écrans sur le développement des enfants. Oui. Alors, tu as un autre dessin à nous partager, Arnaud ? C'est super, Arnaud. Oui, est-ce que finalement les intelligences artificielles ne vont pas à terme abandonner les émotions qui nous ralentissent dans la communication ? Alors, bon, je te propose qu'on laisse tomber les émotions et oui, un truc d'humain qui nous ralentit. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais il paraît que des ordinateurs qui communiquaient entre eux avaient inventé leur propre langage. Alors ça, on a découvert que c'était un leurre, que ça n'existait pas. Désolée. C'est un hoax. C'était beau, mais non, c'était pas vrai. Ah ouais. Ça d'une part. D'autre part, ce qui est sympa chez nous, être humain, c'est que on communique en parallèle. Nos corps et nos voix communiquent en parallèle et jouent un rôle d'interaction entre eux. C'est-à-dire que la parole est accompagnée par les gestes, les yeux, les sourcils, les pieds, etc. Donc, ça ne nous ralentit pas. Au contraire, en fait, d'une part, c'est en parallèle, donc dans le temps, ça ne nous ralentit pas. Et d'autre part, ça fait passer le message beaucoup mieux quand c'est accompagné par des gestes qui nous relient, qui établissent la connivence avec l'autre personne. Alors un troisième, Arnaud, peut-être ? Oui, sur l'aspect physique, c'est vrai qu'en numérique, vous pouvez donc simuler des expressions. Est-ce qu'un jour, ça va aussi être physiquement possible en créant des faux sourcils, des faux muscles ? Ah bah sur Zoom, par exemple. Ah oui. Les gens qui se sont retrouvés en chat. Moi, par exemple, il y a un truc que j'adore dans les Zooms. J'ai appris qu'on peut se mettre du rouge à lèvres zoomé. Oui. Et moi, puisque je suis nulle pour le maquillage, c'est beaucoup mieux que si je mets le rouge à lèvres moi-même. On peut également changer ces expressions. Ça, c'est ce qu'on appelle des deepfakes. Et il y a des recherches dessus et des recherches psychologiques pour comprendre les réactions des gens vis-à-vis de certaines expressions et, comme vous le savez, pour créer des vidéos de mésinformation sur ce qu'a dit une vraie personne. Et là, c'est dangereux. Et alors, il y avait une question sur Zoom, justement. Puisqu'on est de plus en plus dans des situations où on interagit à distance par l'intermédiaire d'éléments de visioconférence, est-ce que c'est pas quelque chose... est-ce que les émotions, c'est pas quelque chose qui se véhicule de façon plus difficile ? Et comment on pourrait y remédier ? Tout à fait. En fait, on le sait depuis longtemps, que les relations qui sont établies par vidéoconférence sont plus fragiles. Ah oui ? Oui. Ils prennent plus longtemps à établir et ils sont plus fragiles. Et on pense que c'est parce que dans la vidéoconférence, à cause de la vitesse de la lumière et la vitesse du son, qui ne sont pas la même vitesse, l'un passe devant l'autre. Ah oui. Et donc, il y a un petit décalage entre le son et l'expression. Et ça nous trouble. On ne le sait pas de façon explicite, on ne le sait pas, qu'on est en train de réagir à ce trouble entre le son et l'image. Mais d'accord, ok. Je reviendrai vers vous pour les sources parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner quelque chose dans votre parcours, c'est que vous êtes aussi membre du Conseil national du numérique. Oui. Mais quelqu'un l'a relevé dans les questions, donc c'est très bien, et qui demande quels sont les sujets d'actualité sur lesquels vous travaillez au sein de ce Conseil national du numérique. Ah ben c'est formidable comme conseil, je suis vraiment honorée d'en faire partie. On est 17 membres, plus des politiciens.
Et les membres sont psychologues, sociologues, économistes, théologiens, informaticiens, etc. Ce qui crée un dialogue vraiment très riche. On avait, alors c'était hier je crois, on avait Raph Harfouche qui est Oui, membre voilà. également, Oui. que vous connaissez bien. Donc. Oui, tout à fait. Oui, oui. Vraiment, j'adore ce qu'on fait. Donc, j'ai fait partie. Donc, on nous a divisés en petits groupes. Enfin, on pourrait s'associer à plusieurs groupes, mais chaque groupe travaillait sur un sujet différent. Et moi, j'ai fait partie du groupe qui a fait le premier white paper sur le rôle de la technologie dans l'acquisition et l'apprentissage des savoirs. Et donc, on parlait beaucoup d'éducation. Pour moi, ça a été très riche. Anne Alembert, que vous connaissez, je pense, Oui, philosophe, on a fait partie. Serge Tisserand, que vous devez connaître aussi, qui est psychiatre, on a fait partie. Et vraiment, on a fait un beau travail sur qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur l'éducation. Qu'est-ce que la technologie dérange dans l'éducation et qu'est-ce que la technologie peut soutenir? Et pour moi, ce qui était très riche, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps, c'est la capacité de la technologie à mettre en face l'un de l'autre plusieurs enfants à travers l'espace et le temps. Puisque, et je vous l'ai montré, le débat et le désaccord amène l'apprentissage, la technologie peut permettre aux enfants de se débattre en dehors de la classe, tandis que dans la classe, l'hiérarchie règne. D'accord. Eh bien, un grand merci. C'était vraiment très intéressant et puis on rêverait de pouvoir continuer cette discussion sur ce sujet absolument passionnant avec vous.